On tourne? Oui, ça tourne là. Alors, Paul Ardenne, donc, historien de l'art, critique d'art, bon, amateur d'art contemporain, on va dire, essayant de le mettre en forme de multiples manières, à travers des livres. C'est d'abord ma spécialité, des livres qui sont pour moi des expositions parfaites, parce qu'au fond, dans un livre, on peut présenter qui l'on veut, sans contrainte. Dans des expositions aussi, il m'arrive d'en faire quelques-unes, avec toujours beaucoup de plaisir, et des plaisirs aussi, parce que c'est très très contraignant. Contrainte d'obtenir les œuvres, les assurances, pour couvrir les frais, les coûts de transport, etc. La question des lieux aussi, l'adaptation de l'œuvre au lieu. Et puis, les conférences aussi. Moi, je tiens beaucoup à la question pédagogique, au côté didactique, quelque sorte de l'intervention d'un critique d'art, du théoricien de l'art, de l'historien de l'art. Je suis d'ailleurs universitaire et donc j'enseigne l'histoire de l'art contemporain, l'esthétique à l'université, à la faculté des arts d'Amiens. Et c'est très important pour moi. C'est une donnée extrêmement importante qui est celle de la médiation, sachant qu'on a affaire avec l'art contemporain bien souvent à un discours très spécifique, à une mise en forme, à une esthétique rapidement complexe pour qui n'a pas les clés. Et des clés, parfois il en faut. On a aussi bien des œuvres extrêmement, on va dire simples, directes, qui communiquent, qui sont très, très médiantes. Le street art, par exemple, l'art de la rue, sur lequel j'ai travaillé récemment. Et puis des œuvres, évidemment, dites néo-conceptuelles, qui sont l'héritage de toutes les problématiques très pointues, rodées par les artistes de la modernité, jusque dans les années 1960. Entre 1860 à peu près et 1960. Et là, effectivement, si on n'a pas l'accès à un code, je pense que souvent on passe à côté de la volonté de l'artiste, qui est bien souvent une volonté expérimentale. Alors, ici, dans le showroom de Chris Vanage, qui est un ami, qui prête très aimablement ce beau lieu pour qu'on puisse faire des conférences privée, gratuite, ouverte à tous, avec la galerie donc Analix Forever, galerie genevoise et parisienne, galerie sans mur à Paris, dont je suis le conseiller culturel, c'est un bien grand mot, mais disons avec qui je travaille, on va dire les choses, librement, très librement. Donc on a décidé de faire un cycle de vidéos intitulé Corpo Poétique, donc au rythme d'environ une conférence à peu près tous les mois, sur justement le thème essentiel pour nous de l'image vidéographique et du rapport au corps, qui est un rapport presque naturel, je dirais, entre l'image vidéographique. Dès que la vidéo apparaît, dans les années 65, la vidéo, on va dire, portative, Sony, le porte-à-pack, 1965, immédiatement, elle est mise au service d'un travail des artistes sur leur propre corps. Pourquoi? Parce que la vidéo, c'est l'accès à quelque chose que le cinéma ne permet pas, c'est le monitoring. C'est-à-dire le contrôle immédiat, la correction immédiate, la possibilité du feedback, de la réactivité de la position du corps par rapport à l'image. En fait, la vidéo de deux axes, très vite. D'abord, le travail sur le corps. Les artistes utilisent beaucoup la vidéo parce qu'avec le monitoring, le fait de se voir dans un moniteur, on peut en quelque sorte faire des jeux avec le corps, qui sont des jeux de présence, des jeux de réactivité comme ça. Bon, le travail de Dan Graham, Bruce Nauman, on peut même impliquer les spectateurs dans ce travail-là. Et puis, le deuxième grand axe de la vidéo, c'est le travail sur le temps. Le corps et le temps. Pourquoi? Parce que bon, c'est un médium qui est peu cher, c'est un médium qui permet des travelling quasiment infinis, des prises de vue finalement de bas coûts qu'on peut faire à partir d'une voiture, d'un avion, etc. Et on va voir se développer un rapport très très tendu entre la vidéo et la durée. La question de la durée. Dans l'expérience de la mise en forme du temps, je crois que jamais avant l'apparition de la vidéo, les artistes ne sont allés aussi loin. On ne pouvait pas aller aussi loin avec le cinéma, on ne peut évidemment pas aller aussi loin avec l'image fixe, que ce soit la photographie plasticienne ou évidemment la peinture ou la sculpture, si on veut mettre en forme le temps d'une manière tridimensionnelle. Alors, ce qu'on voit, c'est que ce premier moment de l'âge de la vidéo, qui est un moment au fond expérimental, où c'est le médium d'abord qui semble dicter les conditions de la construction esthétique,
rapport à l'immédiateté, le corps hein, qui est au combat en quelque sorte avec la machine vidéographique, rapport au temps, à la durée. Donc bientôt tout ceci, si vous voulez, se formalise et les artistes vont se mettre à utiliser de plus en plus la vidéo comme un vecteur cinématographique. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. La plupart des films vidéo ressortissent de ce qu'on appelle aujourd'hui le cinéma d'exposition, c'est-à-dire un type de cinéma caractérisé par le fait qu'il est voué à la salle d'exposition, au musée, hein, et non pas au circuit, évidemment, commercial de distribution des films. Voilà, bon, à commencer par le fait que les productions filmiques, vidéographiques, ne s'inscrivent pas du tout dans les gabarits qui sont ceux des documentaires ou des films commerciaux, soit 28 minutes, par exemple, 56 minutes, 1h30, 2 heures, etc. Bon. Alors nous, on a décidé de mettre l'accent sur la vidéo d'une manière un petit peu arbitraire. On aurait pu prendre la photographie, on aurait pu prendre la sculpture, on aurait pu prendre le cinéma, l'exposition vraiment cinéma. On le fera peut-être, mais on a commencé avec la vidéo. Alors non pas parce qu'il y a un déficit, il n'y a jamais eu autant de présentations de travaux vidéo, il y en a au Centre Pompidou à Paris, il y en a un grand nombre. Mais bon, on s'inscrit un petit peu dans cette perspective en quelque sorte qui met l'accent sur le vidéographique, comme le dit Françoise Parfait, qui est une artiste et une théoricienne de vidéo. Le vidéographique, c'est-à-dire comment la vidéo permet de renouveler le rapport aux images contemporaines. Du fait de sa très grande labilité, de sa très grande malléabilité, du fait de sa fonctionnalité vraiment facile, de son usage qui au fond ne demande quasiment aucune compétence, surtout aujourd'hui avec le numérique, où le montage est rendu extrêmement facile, alors que il y a encore quelques années, on devait coller, on devait encore faire du collage sur bande magnétique. Aujourd'hui, on fait ça à l'ordinateur, bon, avec un système MIDI, tout ça est très très facile. Alors, la vidéo va en quelque sorte permettre l'accomplissement d'un rêve pour la plupart des artistes, c'est de pouvoir travailler à très haut niveau, surtout aujourd'hui avec la haute définition, à des œuvres qui finalement peuvent avoir la qualité d'œuvres qui coûtaient 1000 fois plus cher il y a encore 10 ans. D'ailleurs, on le voit bien quand quelqu'un comme David Lynch, par exemple, fait Inland Empire, son film, il utilise une caméra numérique que vous-même, vous pourriez utiliser. Alors, la vidéo, donc, pour nous, renouveler ce champ de l'image, elle permet à un grand nombre d'artistes une créativité intense dans le domaine de l'image mobile, sans passer par les vecteurs de production très lourds par lesquels il fallait passer jusqu'à présent, avec même une vidéo qui était encore en lisière sur le plan de la production de ce qu'était le cinéma, hein, c'est-à-dire qu'il y avait encore des coûts importants. Bon. Alors ça permet ce que nous on essaie de montrer, c'est-à-dire une extraordinaire diversité d'approches de l'image mobile contemporaine, dont chacune de ces conférences, dont on essaie de rendre compte le mieux possible, avec un étonnement qui est d'abord le nôtre, celui de nous spectateurs, avant qu'on communique, on essaie de communiquer ce qu'on a repéré, ce qu'on a trouvé ça et là, c'est l'extraordinaire diversité de propositions, l'extraordinaire richesse aussi de ces propositions plastiques, et le sentiment que la créativité est à son comble et que loin qu'il y ait une forme d'usure, au contraire c'est l'inverse qui se produit, il y a une relance, il y a une combinatoire, il y a une expansion on pourrait dire de la formalisation plastique à travers justement la possibilité que la vidéo numérique notamment offre à un très grand nombre d'artistes de travailler à bas coût mais à très haute qualité, hein, avec évidemment une plus-value symbolique très forte, qui fait que bien des œuvres très peu coûteuses peuvent se retrouver intégrées dans de grandes expositions. Vous pouvez les trouver à la Biennale de Venise. On voit des œuvres même faites par des artistes qui travaillent seuls, solitairement, à très bas coût et qui pourtant sont des œuvres splendides, sublimes. Voilà. Alors, on met l'accent plus particulièrement dans le cadre des prestations proposées par la galerie Analix Forever pour son volet parisien, son volet nomade, sur ce que moi j'appelle les corpos poétiques, c'est-à-dire les poétiques du corps. Les poétiques du corps prises en charge au nom de ce qu'on appelle la représentation, bien sûr, c'est-à-dire le fait de donner une image du corps qui n'est pas seulement une image purement spéculaire, le miroir, purement documentaire, le document, mais bien plus, qui est une image
de représentation, c'est-à-dire qui est une mise en perspective. Et cette corpopoétique, justement, montre que finalement, la période contemporaine, si je veux schématiser, est extrêmement troublante du fait que on est vraiment plus que jamais projeté dans le moment du corps improbable, moi ce que j'appelle le corps improbable, dont je vais parler d'ailleurs ce soir, c'est-à-dire l'incapacité que l'on a de figer la figure du corps. Ou bien, on pourrait dire, la possibilité infinie qu'on a de figer cette figure, mais sans jamais savoir si finalement cette figure est la bonne ou pas. Voilà. Et en jouissant au fond de cette impossibilité, hein, parce que c'est cette impossibilité de savoir qui justement permet de relancer sans cesse, vous voyez, la mise en forme et la représentation. Donc l'improbabilité qui est très, on pourrait dire, postmoderne, entre guillemets, là où le modernisme savait où il allait, progrès, utopie, forme parfaite, accomplissement de l'histoire des formes par la création faite par un démiurge tout-puissant, là où la modernité, au fond, nous guidait vers une sorte de représentation de l'humain, au fond, qui est arrivée aux caricatures qu'on connaît, la représentation héroïque ou la représentation idiotique, hein, avec quasiment rien entre les deux. Là, on a une gamme extraordinaire de représentations possibles. On est rentré dans la possibilité de la représentation infinie du corps avec évidemment l'impossibilité de savoir quelle est la bonne. Mais puisqu'on ne sait pas quelle est la bonne, ça ouvre le champ de l'expérimentation, de la représentation corporelle au lieu de le fermer. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie, merci.